Très bien. Nous pouvons donc commencer nos travaux. Alors, on a une séance, longue séance traditionnelle, budgétaire, par rapport à l'activité budgétaire de l'année 2022. Et donc, je vais, sans plus tarder, donner la parole à Pierre Brun qui va s'organiser du mieux possible, comme d'habitude. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons donc 9 délibérations qui se suivent et qui concernent le CA, sans grande originalité, avec les approbations des comptes de gestion du comptable public pour les 3 budgets, le budget principal et les 2 budgets annexes. L'approbation du compte administratif 2022, là encore pour les 3 budgets, principal et les 2 annexes, et l'affectation définitive des résultats, là encore pour les 3 budgets. Donc il est évident que nous allons regrouper ces délibérations, et on ne va pas les passer tout de suite, puisqu'on vous propose de faire une petite présentation sur le CA 2022, autoportante, et qui couvre l'ensemble des composantes du budget. Alors, on va commencer dans cette présentation par rappeler les différentes contraintes qui pèsent sur l'exécution budgétaire de notre ville et rappeler également les choix que nous avons opérés l'an dernier et qui ont permis aussi, j'allais dire, de tenir le choc et d'équilibrer correctement et de sortir en fin d'année avec des états relativement satisfaisants. Donc ensuite, on enchaînera par la section de fonctionnement, classiquement, la section d'investissement, et on terminera par les 2 budgets annexes, celle des parkings en ouvrage et celle des stationnements sur voirie. 2022, donc petit rappel sur les contraintes, retour de l'inflation. Tout le monde est bien conscient de cette évolution très prégnante, très forte, très subite, dont on connaît les origines, qui avait, je le rappelle encore une fois, mais commencé avant l'invasion de l'Ukraine, avec des prémices et l'explosion des prix de l'énergie dès l'été précédent, donc dès l'été 2021, et donc évidemment une inflation qui s'est durcie suite à cette invasion, ces opérations extérieures, n'est-ce pas, en Ukraine. Donc également une reprise économique en début d'année qui est à signaler, donc on est quand même post-Covid, on l'avait dit lors des dernières présentations, les crises succèdent aux crises, il y en a qui se superposent. Et puis l'envolée du prix des matières premières et de l'énergie, ça c'est effectivement, j'en ai parlé, ça c'était préexistant au conflit en Ukraine, ça s'est forci, durci. On a aussi des phénomènes de dérive des prix, il n'y a pas que l'inflation, et vous le savez bien. On a des valeurs d'inflation qui sont effectivement à fin 2022 de l'ordre de 5,2%. Évidemment, sur l'alimentaire, c'est tout à fait différent, et sur certaines matières premières également. Donc il faut toujours garder en tête qu'on a des disparités relativement fortes suivant les produits et les services. Donc cette année contrainte sur les finances de Chambéry, on va donc le détailler un tout petit peu. Les dépenses réelles de fonctionnement, elles ont progressé de 4 millions d'euros entre l'année 21 et 22. Alors, ce qui a pesé fortement, et ça a été dit, ça a été rappelé aussi maintes fois dans cette instance et encore en introduction tout à l'heure, sur le caractère effectivement difficile d'équilibre du budget, lié en particulier donc aux augmentations de masse salariale. Et là, on peut citer évidemment le point d'indice, plus 3,5%. Et je le rappelle, donc, à effet sur une demi-année, et puis cette année, donc, on aura en année complète. Donc, pour 2022, du 1er juillet au mois de décembre. Donc ça pèse 930 000 euros sur l'année dernière. Hausse du SMIC, 280 000 euros. Les coûts de l'énergie et des carburants. Augmentation du chapitre 011 avec reprise des activités et impact de l'inflation. On descendra un petit peu dans le détail tout à l'heure quand on parlera tant des dépenses que des recettes. Impact du Ségur, 275 000 euros. Et vous voyez là à droite, sur le petit histogramme, l'évolution des dépenses de fonctionnement et des recettes de fonctionnement
depuis l'année 2019, avec donc la reprise marquée que l'on peut constater dès à présent sur ce petit graphe des recettes. L'épargne nette. L'épargne nette, sur l'histogramme vert de la gauche de l'écran, vous voyez qu'elle a repris des couleurs, j'allais dire, puisqu'on est à 6,39 millions. Alors, il faut toujours faire un petit peu attention, et maintenant on va commencer à parler un peu plus souvent en tenant compte de l'inflation, parce que ce n'est pas du tout pareil si on parle en courant, évidemment, et si on parle en constant. Donc vous avez plus 16% de cette augmentation d'épargne nette en courant, et plus 8% en constant. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc cette épargne nette a été soutenue par des recettes en hausse, et on y reviendra. Et chose importante aussi, elle a été affectée au financement du programme d'investissement. Et on expliquera un tout petit peu le mécanisme en revenant sur la fiscalité tout à l'heure. Donc le financement de l'investissement, dépenses d'investissement, 27,7 millions d'euros. Donc on voit que l'épargne nette, elle a contribué à hauteur de 23% pour le financement de ces 27,7 millions. C'est les 6,4 du pavé jaune que vous avez à gauche. L'emprunt, lui, a contribué à hauteur de 43%, donc c'est 11,9 millions d'euros. Et puis, il y a les subventions d'équipement, 4,7 millions d'euros, et autres recettes, dont SCTVA, 4,7 millions d'euros. Donc, on entend souvent dire qu'on aurait pu avoir une épargne nette inférieure, qu'on a été finalement trop prudent, qu'on aurait pu soit emprunter moins, soit augmenter moins la fiscalité. En fait, cette épargne nette, elle nous a été très utile pour financer, comme je viens de le dire, les dépenses d'investissement, et si elle avait été moins importante, eh bien, on aurait dû effectivement recourir plus à l'emprunt ou en faire moins. Ce camembert est en fait une présentation globale sur l'ensemble du budget, au service des chambériennes et des chambériens. Donc c'est l'ensemble des éléments de budget, investissement et fonctionnement en 2022, répartis par politique publique, avec les services généraux à hauteur de 25%, et puis après assez équirépartis sur la vie sociale, l'éducation et la culture, 15% à chaque fois, aménagement urbain 12%, solidarité santé 10%, et puis après on descend sur qualité de vie, propreté urbaine, espace vert, transition écologique 7%, et sécurité, salubrité publique 2%. Donc je vous propose maintenant d'aborder la section de fonctionnement en commençant par les recettes. Alors, les principaux postes sont, ça n'a pas changé, impôts et taxes, 74,46%. Dotation et participation, 16,53%. Ce qui est important, c'est les évolutions, 21-22%. Donc, plus 6,28%. Donc, plus 6,4 millions d'euros d'une année sur l'autre, après une forte diminution de moins 1,5% entre 2019 et 2020, et une légère reprise en 2021. Donc vous voyez impôts et taxes qui représentent les 74,46 là sur le camembert de gauche. Dotation subvention avec les 16,53%. Et puis le reste, effectivement, c'est les produits des services, les autres produits de gestion, produits financiers, atténuation de charges, produits exceptionnels et reprise sur provision et dépréciation. Pour la fiscalité, chapitres 73 et 73.1. Donc ce chapitre, là vous voyez l'évolution depuis 2019, qui est passé de 75,88 en 21 à 79,26 en 2022, donc avec une augmentation de 4,45%. L'attribution de compensation inchangée à 22,36 millions et la fiscalité à 56,9, et on va passer dans le détail sur la décomposition de cette fiscalité. Fiscalité directe à 51 millions d'euros, enfin 50,979 si on veut être puriste. Donc vous voyez ça sur l'histogramme de droite, et vous voyez ce qu'on avait l'an dernier en 2021. Que s'est-il passé entre 2021 et 2022 ? D'une part, une revalorisation forfaitaire donc, de l'État de 3,4%, qui pèse 1,2 million d'euros.
une hausse du taux de TFB qui, elle, pèse 1,324 millions d'euros. Donc c'est les plus 3,7% qui représentent 1,5 point d'augmentation sur la fiscalité. Et puis une variation physique de 246 000 euros. Donc vous voyez très nettement cet empilement sur l'histogramme de droite du slide que vous avez à l'écran. Alors la composition de la fiscalité directe et des compensations, qui représente 53 millions d'euros, vous savez tous que le seul levier fiscal qui nous reste au niveau des collectivités locales est la taxe foncière. Donc vous voyez 37,3 millions d'euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et bien sûr, mais ça on n'en a pas la main, c'est le complément versé par l'État suite à la suppression de la TH et qui représente 23,16%, soit 12,3 millions d'euros. Et des sommes beaucoup plus confidentielles de 1,3 million pour la THRS et pour les non-bâtis, encore plus faibles. Pour ce qui est des autres recettes fiscales, les droits de place sur les marchés, 260 000 euros à la hausse, la TLPE, 432 000 euros sur la publicité, donc à la hausse. Droits de mutation à la hausse, ça c'est quelque chose qui est toujours délicat à prévoir, et là on a eu des bonnes surprises, donc 3,8 millions d'euros. La TFCFE de 1 million d'euros, donc stable, et la taxe sur les déchets stockés de 100 000 euros, stable également. Alors, dotation et participation, on en avait déjà parlé quand on a présenté effectivement le rapport d'orientation budgétaire et le budget. On dit stable, en fait elle baisse si on tient compte de l'inflation. Donc 9,6 millions d'euros, compensation fiscale 2 millions, autres subventions 6,8 millions d'euros, en augmentation de 28%. Et ça, c'est les compensations des dépenses liées à la scolarisation obligatoire des 3 ans, qui a été évoquée tout à l'heure. Et la reprise post-Covid. Donc sur le chapitre en question, le 74, une augmentation de 10% entre 2021 et 2022. Les produits et services, les chapitres 10, 70 et 75, donc ça c'est intéressant parce que c'est tous les droits d'entrée, billetterie qui ont été en augmentation avec d'assez bonnes surprises, une reprise post-Covid qu'on avait peut-être un peu sous-estimée effectivement. Et on a été plutôt satisfait de voir, et ça a contribué aussi d'ailleurs au niveau d'épargne nette dont on parlait tout à l'heure. Voilà, utilisation du domaine public, 0,7 millions d'euros, donc une augmentation entre 21 et 22 de 21%. Et puis le reversement du budget annexe du stationnement sur voirie qui réaugmente, on verra quand on passera en revue les deux budgets annexes. Et on n'a pas retrouvé certes les niveaux de 2019, mais on est effectivement sur une pente de récupération, on va dire, avec un reversement de 1,6 million d'euros, donc au budget principal. On va passer aux dépenses. C'est moins drôle. Les recettes, c'est toujours sympathique quand elles augmentent, les recettes, mais bon, les dépenses, c'est moins bien. Alors, ça a été évoqué, les charges de personnel, 64%, monsieur le maire l'a rappelé en introduction, un budget qui est toujours rigide à cet égard, et on le sait, avec peu de leviers. Les charges à caractère général, donc le 0,11, qui représente 18%, et puis les autres charges de gestion courante, dont les subventions aux associations, le chapitre 65, qui représente 15%. Quand on a fait ça, on a mangé la presque totalité du camembert, si je puis m'exprimer ainsi. Donc les charges à caractère général, on verra après quelles sont les augmentations et quelles sont les évolutions. Là, c'est pour l'instant uniquement la répartition. Donc c'est ce slide-là. Donc 15,95 millions d'euros. Là, vous voyez l'évolution sur la période 2019-2022, avec une augmentation de 10,85 entre 2021 et 2022. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire la déconvolution, effectivement, et de regarder ce qui est dû au fluide ou pas. Et on voit qu'effectivement, hors fluide, on a une dépense qui est tout à fait maîtrisée sur ce 0,11, puisque les dépenses hors fluide ont même diminué de 2,53%. Focus sur les fluides. Donc, des augmentations assez disparates. L'électricité, qui est pour l'instant contenue, on l'a déjà répété un certain nombre de fois,
Elle sera aussi préservée en termes de hausse en 2023, puisque nos contrats sont en train d'être négociés et ça ne touchera le budget qu'en 2024. Donc c'est illustré aussi par les sphères qui sont proportionnelles au budget. Et on voit qu'effectivement ça touche, enfin les trois budgets importants sont électricité, chauffage urbain et gaz, mais ceux qui ont beaucoup augmenté, c'est effectivement le gaz. Je rappelle qu'il s'est vraiment envolé, qu'il a été multiplié par 10, voire 13, effectivement, suivant les périodes qu'on considère, même si aujourd'hui, il a retrouvé les valeurs d'avant-crise. Et puis le chauffage urbain, avec une certaine indexation sur le gaz, mais pas que, et puis une tendance inflationniste de toute façon, qui a généré des augmentations sur ce poste-là. Alors, les consommations sont globalement en baisse suite au plan de sobriété. Et ce plan de sobriété, il est, j'allais dire, il n'est pas biaisé avec la climato, c'est-à-dire qu'il est corrigé, comme on dit, des variations saisonnières et des variations climatiques sur le graphe que vous avez à l'écran. Donc, électricité à peu près stable, et on a même baissé donc, en consommation, donc hors climatique, sur le réseau de chaleur urbain et sur le gaz. Donc ça, c'est un effet, effectivement, du plan de sobriété, avec une évolution de la consommation globalement de moins 3,65%. Masse salariale, le 0,12, 57,9 millions d'euros. Alors, avec une augmentation donc, de 4,86% entre 21 et 22, on a parlé de la revalorisation du point d'indice, du SMIC, du Ségur de la Santé, du GVT, et puis d'augmentation structurelle, effectivement, qui a été évoquée en introduction de notre conseil municipal tout à l'heure. Les autres charges de gestion, chapitre 65, avec en particulier les subventions aux associations, mais pas que, puisqu'évidemment, il y a la subvention au CCAS. Donc 3,9 millions d'euros pour le CCAS, et les associations 8,379 millions d'euros. Donc une certaine stabilité, on va dire, entre 2021 et 2022. Charges financières, elles baissaient, elles baissent toujours, mais elles baissent moins. Elles baissent moins pourquoi ? Parce qu'on a une hausse des taux, et puis parce qu'on a aussi maintenu l'encours, vous vous en souviendrez certainement, on a réemprunté un petit peu plus, et du coup on a un encours qui, au lieu de baisser, a très légèrement réaugmenté en 2022. Voilà qui explique le fait que la baisse est plus modérée que ce qu'elle aurait pu être. Le taux moyen des emprunts, il était de 0,34%, là il est à 2,56 en 2022, et il a continué à augmenter, comme vous le savez. Et on espère qu'il y aura effectivement une certaine stabilisation sur ces envolées. L'investissement. L'investissement, on va commencer par les recettes. Donc 5,2 millions d'euros, donc des subventions d'équipement, 4,7 millions d'euros, qui ont servi très directement et d'une manière affectée au stade et au groupe Verbois, donc 3,2 et 1, ça fait 4,2, et puis les amendes de police pour le complément. Donc là, on a une certaine baisse des subventions d'investissement entre 2021 et 2022. Alors l'emprunt, petit focus sur l'emprunt, on a beaucoup emprunté, 12 millions d'euros, 4 emprunts en 2022, alors 2,14 millions qui était le solde d'emprunt conclu en 2021, 7 millions courant 2022, et puis une petite partie en prêt vert, qui a été conclu pour financer des études, de bureaux d'études, sur la rénovation énergétique. Et 2 millions issus de l'enveloppe de la Banque européenne d'investissement pour financer les infrastructures sportives. Et vous voyez donc sur l'histogramme l'évolution de ce chapitre sur les années précédentes. Les autres recettes d'investissement, la FCTVA, 3,5 millions à la hausse, les taxes d'aménagement, 0,8 millions d'euros à la baisse. Je vous propose désormais de passer aux dépenses d'investissement. Donc pour les initiés, les chapitres 20, 204, 21, 23, donc 24,7 millions d'euros. Donc avec une très légère baisse, mais on a un niveau d'investissement très soutenu, stable, entre 2021 et 2022, donc 24,91 en 2021, 24,75 en 2022. Avec bien sûr des opérations que vous connaissez toutes et tous,
commencer par le stade, 9,98 millions d'euros en 2022. Verbois, 4,2 millions d'euros. La maintenance des bâtiments, le ruban, qu'il ne faut évidemment pas oublier, 3,4 millions d'euros. Rénovation énergétique des bâtiments qui démarre et donc est pour l'instant à un niveau relativement basal, on va dire, mais dont on espère effectivement bien que tout ça s'accélère dans les années à venir. Aménagement de l'avenue des Ducs, 71 000 euros, mais pour une opération totale de 440. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas les seuls financeurs. Installation des espaces verts à Buisson, 330 000. Voie nouvelle Centre-Nord, 350 000. Et local de boxe Petit Violet, 261 000. Alors, les autres dépenses d'investissement, il y a ceux au titre des travaux d'aménagement de la ZAC Vétrotex, 500 000 euros. Travaux Nord des Combes, 1,6 million d'euros. Convention de portage EPFL, 500 000 euros. Et le remboursement du capital de la dette, malheureusement, il ne faut pas l'oublier, celui-là, 10,7 millions d'euros. Je vous propose de passer au parking en ouvrage. Donc sur l'exploitation pour ces parkings en ouvrage, taxe foncière parking 393 000, frais financiers 38,5, frais de gestion et prestations 43,3, les recettes, la redevance Q-Park 130 000 euros. Donc on est bien d'accord, c'est sur l'ensemble des parkings en ouvrage, là, ce dont on parle. Remboursement de la taxe foncière 118 000 euros, excédent d'exploitation reporté 317 000 euros. Et pour l'investissement, la part d'emprunt correspondant à la construction du parking du stade, 2,8 millions d'euros. Recette, c'est l'emprunt qui est en face, 3,2 millions d'euros. Et fonds de concours PFCCA, 500 000 euros. On va remonter en surface, sur la voirie. Section de fonctionnement pour le budget des parkings en voirie. Donc les recettes, comme on l'a dit tout à l'heure, un certain retour à la normale. Une recette usagée de 2,994 millions d'euros. Et vous voyez la décomposition qui est un petit peu toujours la même, avec un peu plus de 50% sur les eurodateurs, un peu plus de 10% sur les abonnements et le reste sur les amendes de post-stationnement. Et ce que je disais tout à l'heure, donc quand on compare à 2019, on n'a pas retrouvé le niveau de 2019, mais on s'en approche. En tout cas, on remonte progressivement depuis l'an dernier. Et là, on est à 2 985 000. Les dépenses, compte tenu de la structure contractuelle, on a des dépenses qui sont portées par la ville directement, puis des dépenses qui sont facturées. Donc voilà, il y a des rémunérations du prestataire, rémunération telle, la maintenance des eurodateurs, dépenses facturées, c'est la masse salariale qui est prise en charge, et des dépenses de fonctionnement. Alors tout ça, ça nous permet quoi? Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est un virement au budget principal de 1,6 million d'euros. Alors il augmente faiblement, mais il augmente un peu, entre 21 et 22. Puisqu'il était de 1,5 l'an dernier. J'en ai fini avec cette présentation et peut-être je suis à votre écoute en tout cas pour les questions et les demandes de clarification avant qu'on passe aux délibérations. Oui, merci pour cette présentation qui est sortie du texte qui nous a été adressé pour le rendre plus parlant et plus pédagogique. Alors je ne sais pas s'il y a des questions qui peuvent souhaiter être posées. Monsieur Chassot, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Alors, tout d'abord, en introduction, je voulais, au nom de notre groupe, mais je suis sûr au nom de l'ensemble du Conseil, apporter tout notre soutien à Benoît Perroton, qui est touché par un deuil familial. Voilà. C'est la raison pour laquelle il n'est pas présent ce soir. Et la raison pour laquelle je vais prendre la parole, alors que vous aviez l'habitude d'une passe d'armes entre Benoît Perroton et M. Brun. Je vais essayer d'être à la hauteur de Benoît Perroton. Benoît Perroton, vous avez dit lors de la présentation du budget primitif 2023 au Conseil municipal du 13 mars que ne pas présenter le compte administratif 2022 en amont du budget primitif ne permettait pas à notre Assemblée de juger de la pertinence du BP 2023 présenté. En effet, la comparaison du BP 2022 au compte administratif 2022 aurait permis de voir, notamment dans les grandes masses, si vos prévisions budgétaires s'étaient ou non réalisées et avec quels écarts. Donc également de voir si le BP 2023, comparé
à ce même CA était pertinent. Le budget décrit l'année financière vue par l'exécutif. Le CA permet de mesurer la pertinence de cette prospective. Or, vous en restez pour le budget à comparer le BP 2022 avec le BP 2023 et pour le CA, un comparatif CA 2021 à CA 2022. À aucun moment, vous ne vous aventurez à comparer votre budget au compte administratif, donc à comparer vos hypothèses budgétaires aux réalisées. Si on fait l'exercice sur les grandes masses, en fonctionnement, donc sur les recettes de fonctionnement, le BP 2022, 103 967. Le compte administratif 2022, 107 999. Soit un écart positif de 4,024 millions d'euros, soit 3,8%. En dépenses de fonctionnement, le BP 2022, 90 064 et le CA 2022, 90 879, soit un écart positif de 815 000 euros, soit 0,9%. L'épargne nette. L'épargne nette au budget 2022 était de 3,193 millions d'euros. Au CA, elle est de 6,402 millions d'euros, soit 3,209 millions d'euros de plus que prévu, soit une majoration de plus de 100%. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, on constate en recettes de fonctionnement que l'augmentation significative constatée est essentiellement sur le chapitre 731, la fiscalité locale, qui affichait au BP 2022 50,825 millions d'euros et au CA 56,900 millions d'euros. C'est donc essentiellement les contribuables chambériens qui ont permis d'atteindre une épargne nette si conséquente et si supérieure au budget. Les autres postes de recettes progressant dans une moindre mesure, y compris les dotations de l'État supérieures à vos prévisions. Dans les 56,9 millions d'euros de recettes fiscales, il y a donc la surimposition imposée aux chambériens à travers l'augmentation de la taxe foncière votée en 2022 et qui a généré 1,3 million d'euros. Alors, si on retraite le compte administratif 2022 de cette sur-recette, on trouve une épargne nette de 5,102 millions d'euros. Et si on compare cette épargne nette recalculée avec celle prévue au BP 2022, celle-ci est encore supérieure de 1,9 million d'euros. Pour atteindre l'épargne nette nécessaire à vos investissements 2022, vous n'aviez donc aucunement besoin de majoration de la taxe foncière que vous avez votée. L'augmentation des taux de la taxe foncière chambérienne en 2022 était donc totalement inutile. Benoît Perroton, vous l'avez bien dit. Vous nous dites que cette épargne nette supérieure à ce qui était prévu est consacrée à de l'autofinancement. Est-ce que ça a été le cas de cet excédent? Un autofinancement supérieur au budget peut être consacré à des investissements supplémentaires au budget initial. Vous aviez prévu 26,372 millions d'euros. C'est les comptes 21 et 23 du tableau de bord. Vous avez réalisé 23,219 millions d'euros, soit un peu plus de 3 millions d'euros en moins. Donc, cet excédent d'épargne nette n'a pas été consacré aux investissements complémentaires. Une diminution du montant des emprunts, 12,081 millions d'euros au budget 2022, et vous avez emprunté 11,940 millions d'euros, soit globalement le budget. Donc, l'excédent d'épargne nette n'a pas non plus servi à diminuer l'emprunt, donc à réduire la dette de la ville. Donc là encore, la surimposition imposée aux chambériens était inutile. Elle n'a pas amélioré l'investissement, alors que vous nous aviez vendu l'augmentation de la fiscalité comme devant permettre de réaliser tous vos projets, et elle n'a pas été utilisée pour réduire la dette de la ville. Sans ces 1,3 million d'euros supplémentaires perçus, la situation financière de la ville aurait été globalement la même et les paramètres financiers inchangés. Au fond de vous, vous le savez, mais vous ne pouvez pas l'avouer.
Si on, entre guillemets, s'amuse à comparer les taux de réalisation issus des annexes de vos documents, vous faites même moins bien que l'année 2020, année Covid. 2022 est la plus mauvaise année. Je vais me permettre de reprendre les chiffres issus des documents de 2015 à 2022. En taux d'exécution, 2015, 78,6%, 2016, 82,4%, 2017, 82,1%, 2018, 81,8%, 2019, 93,5%, 2020, année Covid, 67,7%, 2021, 65,43%, et pour tomber à 2022 à 65,05%. Avec l'éclairage de ces chiffres, on comprend mieux pourquoi les habitants trouvent qu'il ne se passe rien à Chambéry, et visiblement, même la CGT était d'accord avec nous ce soir. Il est donc évident que pour plusieurs raisons, pour 3 raisons, nous ne pouvons pas voter le compte administratif. Premièrement, le CA confirme que l'augmentation de la fiscalité était totalement inutile et que les finances de la ville étaient dimensionnées pour assurer vos politiques. Deuxièmement, que nous sommes contre la présentation du compte administratif 2 mois après celle du BP 2023. Présentée en amont, elle aurait permis de constater l'inutilité de l'augmentation de la fiscalité et, si vous étiez logique, de ramener les taux à leur valeur de 2021. Et troisièmement, vous considérez que le CA est une obligation comme une obligation réglementaire imposée par l'État et n'en faites aucun usage dans la gestion de la ville. Ce n'est pas une démarche de saine gestion. Vous me permettrez de terminer avec une remarque en lien avec votre intervention du début du Conseil. Au-delà du fait que, visiblement, par des prises de parole précédentes, votre exécutif n'est pas en phase avec certains transferts de compétences. Faire croire que ces transferts d'équipements ou de compétences seraient un levier financier important pour la ville est faux, puisque le transfert de compétences est clecté. Cela n'aurait donc aucun effet à court terme. À long terme, c'est différent. À long terme, c'est différent, puisque le montant clecté étant fixe, bien évidemment, les évolutions sont supportées par la nouvelle collectivité. Mais à court terme, ça n'a aucun effet financier. C'est dommage, monsieur le maire, de ne pas l'avoir précisé dans votre intervention en début de conseil et de laisser penser que d'autres pourraient pallier à votre manque de volonté. Très bien, merci monsieur Chassot. Je vais donner la parole à Pierre Brun. Le 16 juin, vous avez une séance du conseil départemental? Le 16 juin, il y a une séance du conseil départemental, me semble-t-il. Vous regarderez, il y a le compte administratif et on compare de CA à CA comme on le fait ce soir. Alors, je préparais votre intervention, mais j'évite collègue de charger des finances ce soir-là pour faire la même démonstration que vous venez de nous faire. Monsieur Brun, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Perroton n'est pas là, mais c'est comme s'il était là, donc il n'y a pas de problème. Je l'ai vu dans votre corps. C'est un peu toujours les mêmes arguments. La dernière fois, et je m'en excuse, j'avais parlé de disque rayé, donc je vais être beaucoup plus courtois cette fois-ci. Sur la comparaison, déjà, enfin le fait qu'on sorte pas le CA à temps, on a déjà répondu. On a parlé de surcharge des services. On a parlé effectivement de ce qui est réglementaire, de ce qui ne l'est pas. Je vais rajouter un dernier argument, monsieur Chassot, si vous voulez bien écouter une petite minute. Vous faisiez la même chose. Oui. Vous faisiez la même chose et je m'en suis effectivement... comment ? On m'a dit, les services m'ont dit que vous faisiez la même chose. Bon, cela étant, passons. Passons, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les données du CA pour parler du BP. Ça, je suis d'accord. Mais pour quelle ligne? De quelle ligne parle-t-on? De quel chapitre parle-t-on? Si on parle de l'investissement, néant. Circuler, il n'y a rien à voir, je suis désolé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien
de connaître le CA pour pouvoir parler du BP, parler de l'avenir sur l'investissement de l'année suivante. Pour le fonctionnement, je suis d'accord que c'est intéressant de savoir ce qui s'est passé sur le 011, absolument. Mais le reste, M. Chassot, soyons sérieux, le 012, je ne vous ferai pas une petite démonstration sur sa rigidité. Madame la première adjointe le ferait mieux que moi d'ailleurs. Sur le 65, certes, il y a des décisions politiques. Certes, on peut, comme vous l'aviez fait d'ailleurs, rogner certaines subventions aux associations et avoir un petit levier. Mais il est petit, et vous le savez très bien, et vous savez très bien que ces subventions rendent des services en termes de politique publique et sont des substitutions à un certain nombre de politiques que la collectivité ne peut pas assurer elle-même. Tout ça, vous le savez parfaitement, donc ce n'est pas la peine que je le répète. Le 011, oui, par contre, sur le 011, il y a un vrai débat. Je suis d'accord avec vous. Je suis aussi d'accord avec vous qu'on a eu un taux de réalisation l'an dernier qui n'était pas extraordinaire, hein, puisqu'on était à 93%. OK. Non, mais vous avez raison, ça pourrait être nettement mieux, hein, ça c'est sûr. Après, quand on regarde les années passées, bof, c'est entre 92 et au mieux 97. Voilà. Donc effectivement, on est une année un petit peu mauvaise, je suis d'accord avec vous. Sur l'épargne nette, parlons des biais, Monsieur Chassot, parlons des biais, j'allais dire Monsieur Perroton, je suis désolé. Les biais, il y en a évidemment. Et toute collectivité, et j'allais dire toute structure qui a à gérer un budget est confrontée au même. Et vous le savez aussi fort bien, on va souvent minimiser les prévisions de recettes et maximiser les dépenses. Donc on est prudent en clair. Voilà, on fait de la gestion budgétaire prudente. Il y a d'autres biais qui par contre sont difficiles à anticiper, même si gouverner c'est prévoir. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien avoir un résultat qui est meilleur que ce que vous pensiez. C'est ce qui nous est arrivé cette année. Nous avons eu un résultat effectivement meilleur que ce qu'on escomptait. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer il y a 6 mois. La façon dont on bougeait la reprise, j'en ai parlé tout à l'heure, post-Covid, et l'inflation, c'est pareil, c'est assez compliqué à prédire. Et puis, il y a des biais, alors là, je sors du fonctionnement, mais sur l'investissement, et je crois qu'on vous l'avait présenté, sur le stade, on a effectivement eu une grosse dépense qui a effectivement ripé de l'année N-1 à l'année N, donc qui n'a pas été payée en 2022. Juste une petite illustration sur les épargnes nettes. 2018, vous prévoyez 1 million d'euros et vous finissez au CA à 5 millions d'euros. J'appelle ça un facteur multiplicatif de 5, si je sais encore compter. 2019, vous prévoyez 1,6, vous terminez à 5,6, facteur multiplicatif de 2,5. Donc finalement, ça arrive même au meilleur, et je l'avais déjà dit. Voilà. Donc sinon, après, sur les emprunts, j'ai déjà un petit peu répondu dans la présentation que j'ai faite tout à l'heure, mais comme vous aviez vos notes de M. Perroton, vous avez quand même lu vos notes, et je ne vous en veux absolument pas. Je maintiens qu'on n'aurait pas pu faire ce qu'on avait prévu de faire, ou qu'on aurait dû emprunter plus, si l'épargne nette avait été plus faible. C'est arithmétique. Je veux dire, voilà. Bon. Après, une fois de plus, ça peut se jouer, et c'est assez sensible en fin d'année. Hein. Ça, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être emprunter un tout petit peu moins sur le dernière tranche de l'emprunt de 2022. Je ne sais plus, parce que je n'ai pas forcément noté absolument tout ce que vous avez dit. Vous parlez de 23 millions, mais en fait, c'est 27 sur l'investissement. Alors, on met tout, effectivement. Hein, on ne met pas que les projets d'investissement. Non, mais c'est peut-être là-dessus qu'on est en écart, j'imagine, en tout cas. Voilà. Je ne pense pas, effectivement, que ça aurait permis de baisser la dette. Et cette fiscalité, elle nous a permis, effectivement, une bonne capacité d'autofinancement. Je le répète. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions qui m'ont échappé. Peut-être qu'il y en a. Rappelez-les-moi, Monsieur Chassot, s'il y a quelque chose auquel je n'aurais pas répondu ou je n'aurais pas été capable de répondre.
Oui, merci Monsieur Brun. Effectivement, on n'a pas la même vision. Voilà. Nous tenons le même discours, Benoît Perroton et nous, le même discours depuis le début du mandat. Vous tenez le même et nous continuerons à tenir ce discours. Vous avez choisi une méthode différente de la nôtre. Alors, je ne sais pas qui vous a dit que nous ne présentions pas le compte administratif en même temps que le budget. Parce que je me suis permis de faire quelques recherches sur le site de la ville, et le 1er mars 2019, qui était date du conseil municipal, nous avons présenté le budget et le compte administratif. Le 26 mars 2018, nous avons présenté le budget et le compte administratif. Le 27 mars 2017, nous avons présenté le budget et le compte administratif. Et le 21 mars 2016, nous avons présenté le budget et le compte administratif. Alors je suis désolé, vos propos n'étaient pas assez longs pour pouvoir continuer à remonter dans le calendrier. C'était par intermittence, visiblement, parce que ce n'est pas toutes les années. 2019, 2018, 2017, 2016. Donc pour moi, ça suit un petit peu, hein, ces chiffres-là. Après, chaque collectivité a ses pratiques qui lui sont propres. Depuis quelques mois, monsieur le maire, vous avez une passion à citer le département dans chacun de vos propos. Je sais pas, non, c'est un peu de nostalgie. Peut-être un peu de nostalgie, voilà. Pas plus. Mais le département a ses pratiques, l'agglomération a ses pratiques et notre ville a ses pratiques. Jusqu'à votre mandat, la ville, effectivement, et il n'y avait pas une surcharge, nous ne faisions pas pression sur les services pour pouvoir avoir le compte administratif en même temps que le budget. Voilà. Vous avez choisi une pratique différente. C'est votre choix, c'est votre responsabilité, ce n'est pas la nôtre. Voilà. Mais nous continuerons à tenir toujours ce même discours que pour nous, il est important, pour pouvoir bien préparer le budget, d'avoir un état du réalisé et donc le compte administratif. Alors, il y a M. Pochet qui a demandé la parole. Merci Monsieur le maire, je ne suis pas pour ma part obsédé non plus par le département, mais il reste très attentif. Et il est vrai que la comparaison faciale des taux de réalisation est un exercice assez périlleux, et cette hétérogénéité comme leur irrégularité se constate aussi au département. Pour ne prendre par exemple que le compte administratif 2021 au département, si je prends par exemple la politique sportive, on est à 37% de réalisation. Sur la politique sociale, on est à 0% avec 100% de report sur certains investissements. Enfin bon, je ne vais pas faire une litanie qui serait ennuyeuse dans cette instance, mais je pense que les choses se constatent dans l'ensemble des collectivités territoriales. Bien, M. Brun, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Juste sur les taux de réalisation, parce que vous en avez cité un certain nombre, mais j'avoue que j'ai été un peu perdu après parce qu'il y en avait pas mal. Pour l'équipement, moi, quand je regarde, c'est les intervalles, quoi, en fait. Sur les précédentes années, c'était entre 65 et 78%. Et l'an dernier, on était à 76%. Voilà, donc on n'est pas forcément ridicule. C'est des pourcentages relativement usuels, on va dire. Je parle de l'investissement, on est bien d'accord. Bien, merci. Il y a pu y avoir une présentation, des questions. Bon, le compte administratif, hein, c'est un état de ce qui a été réalisé. Il n'y a pas de gros enjeux, je me souviens pas. Quand on siégeait dans cette instance que le département, on prenait acte du compte administratif. Il y avait rarement des débats dessus, même si c'est toujours intéressant de voir effectivement quel est le taux de consommation. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je vais le mettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Oui, des oppositions, M. Machasso? Non. Allez, pas trop vite, monsieur le maire. Non, juste une explication, parce que je pense que vous allez faire voter, vous faites voter délibération après délibération, ou vous faites un lot. D'accord, juste pour. Je vous dis du coup nos votes, voilà, puisque sur la délibération 1, 2 et 3, du coup, nous voterons pour cette délibération. Et les suivantes, donc de 4 à 9, dans ce cas-là, compte tenu de ce que je vous ai dit, nous nous opposerons du coup à ces délibérations. Bien, alors, vous allez voter en mon absence parce que sinon ce serait une irrégularité. Donc je vais m'absenter. Ah. Et en même temps que je m'absente, il y a un peu plus de calme.
Très bien. Donc, concernant l'adoption de ces délibérations, donc formellement, sur les 3 premières délibérations, de 1 à 3, y a-t-il des oppositions? Non. Des abstentions? Non plus. Elles sont adoptées à l'unanimité. Et concernant les délibérations de 4 à 9, y a-t-il des oppositions? Oui, la minorité. Y a-t-il des abstentions? Non. Je vous remercie.